Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve à nouveau sur le sujet, pour une vidéo, pardon, sur le sujet des migrations internationales. Je vais continuer par rapport à ce que j'ai pu dire la dernière fois. Je voudrais donner une précision sur les pays du Nord et les pays du Sud. On l'utilise beaucoup, donc en géographie, ce sont des notions qu'on a pas mal remises en question parce qu'assez réductrices finalement, assez catégorisantes, et en même temps, on les utilise au pluriel. Voilà, et l'utilisation du pluriel permet de sous-entendre qu'il y a une forme de complexité à l'intérieur. Les nord et les sud, hein. Il n'y a pas qu'un nord et un sud, il n'y a pas que des pays catégoriquement riches et ultra développés et que des pays du sud catégoriquement pauvres et non développés, bien sûr que non. Donc vous aurez tendance à entendre un peu plus en géographie, si vous l'entendez, les nord, les sud, ce qui sous-entend une réalité un peu plus complexe. Dans ce qu'on entend par les nord, c'est que oui, globalement, il y a des indicateurs économiques, géographiques, des indicateurs de développement, les PIB, l'IDH, etc., qui nous montrent qu'il y a un certain niveau de richesse et de développement dans le pays, mais ce qui n'empêche pas qu'il y ait quantité de pauvres, de gens qui vivent dans la rue et des grosses problématiques sociales et économiques. Voilà. Il suffit de prendre l'exemple à nouveau de l'Europe en ce moment et de la France en particulier, où on est quasiment à 10 millions de pauvres avec la crise sanitaire. Il y a quand même un appauvrissement de la population. Bon, pourtant, on est un pays dit riche. Voilà. Et les Suds, c'est la même chose. C'est pour faire référence à des pays qui sont censés être donc en développement. Mais dans tous ces pays en développement, eh bien, le pluriel montre qu'il y a une réalité plus complexe, qu'il va y avoir des pays très très pauvres, c'est vrai, qui ont énormément de mal à se développer économiquement en termes d'infrastructures. Je ne sais pas, je pense par exemple à l'accès à l'eau, à la disponibilité de certains services, etc. Mais dans ces pays du Sud, il va y avoir aussi des pays qui sont en plein développement économique aussi. Voilà, donc ça c'était une petite précision sur les Nord, les Sud. Donc, je vais continuer sur ce sujet-là des migrations internationales. J'avais fini la dernière fois en vous disant que la majorité des migrations se faisait donc dans la même région du monde et plutôt entre pays du Sud et entre pays du Nord. Et puis là, j'aimerais vous parler un petit peu plus des profils, non, des régions, pardon. Donc tout d'abord, les régions de départ. Ce sont plutôt les régions comme l'Amérique centrale, l'Amérique latine. Concernant l'Europe, ça va plutôt être l'Europe centrale, orientale, hein, des Européens plutôt de ces pays de l'ex-Union soviétique qui auront tendance à migrer un peu en Europe occidentale, Europe du Nord, pour trouver de meilleurs niveaux de salaire, de meilleurs niveaux de vie. Comme autre région de départ, vous avez l'Afrique du Nord, mais l'Afrique subsaharienne aussi. Et puis une grande partie de l'Asie, hein, l'Asie du Sud avec l'Inde et puis l'Asie du Sud-Est. Et ensuite, concernant les pays de destination, là, vous allez avoir évidemment l'Amérique du Nord avec le Canada, les États-Unis, l'Europe, plutôt l'Europe du Nord, les pays scandinaves qui font partie des pays les plus riches, avec un niveau de vie très élevé, les pays d'Europe du Nord, donc les pays scandinaves, les pays d'Europe occidentale aussi en général. Pour le continent africain, c'est hyper important, parce que moi j'ai vécu en Afrique du Sud et je l'ai vraiment constaté. Comme l'Afrique du Sud est un petit peu quand même le pays symbole un peu le plus développé du continent africain, l'Afrique du Sud est un foyer d'accueil en fait, hein. Il y a beaucoup de migrants de toute l'Afrique, donc des migrants africains continentaux parce qu'en fait ils restent sur leur continent et ils migrent en Afrique du Sud. Donc voilà, l'Afrique du Sud c'est quand même un lieu en Afrique qui reçoit beaucoup de migrants du continent africain. Et évidemment, les pays du Golfe, les pays, voilà, les Émirats, le Qatar, ces pays-là. D'ailleurs, on fera peut-être un point dans une autre vidéo sur les conditions de travail des immigrés dans ces pays. Il y a pas mal de choses à dire.
Voilà, alors concernant les profils, un petit peu les motivations des gens qui quittent leur pays, de ces migrants internationaux, eh bien évidemment, vous avez toutes les migrations économiques, les migrations pour le travail, parce que la majorité des personnes ne quittent pas réellement de gaieté de cœur leur pays de naissance et leurs proches et leurs familles. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut réaliser, d'autant plus aujourd'hui parce qu'on est dans un contexte social, économique, international de plus en plus difficile, avec un système économique libéral qui exploite énormément de personnes, beaucoup de personnes en fait qui souffrent d'une certaine manière, beaucoup de personnes qui des situations de guerre aussi, et beaucoup de personnes voilà, qui ont tendance à migrer. On a aussi un changement climatique, on a de plus en plus de réfugiés climatiques. Il y a quand même de plus en plus de raisons en ce moment voilà, pour qu'un tas de personnes dans le monde décident d'essayer d'aller chercher de meilleures conditions de vie. Et je me dis que ce n'est pas un mouvement qu'on pourra vraiment freiner, et qu'il faut peut-être essayer vraiment de le comprendre, ce mouvement, et de comprendre comment ça fonctionne pour plutôt essayer d'accompagner ce mouvement-là. Donc, la plupart du temps, quand on quitte son pays, ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est difficile, même lorsque c'est une migration tout à fait légale, parce qu'on est quelqu'un de qualifié, c'est quand même toujours un choix difficile de décider de quitter son pays et tout ce qu'on a connu et ses proches et sa culture pour aller ailleurs. Donc migration économique, migration pour le travail. Le plus grand foyer en fait du brain drain, c'est-à-dire tous ces gens qualifiés qui quittent leur pays pour aller travailler et vivre dans des pays riches pour le coup, bah là c'est surtout l'Asie. L'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, notamment avec l'Inde, qui fournit en fait une importante main-d'œuvre qualifiée, voire très qualifiée, au reste du monde. Et là, c'est ce qu'on appelle le brain drain, le fait que leur cerveau, leurs gens qualifiés, leurs intellectuels quittent le pays pour aller finalement faire profiter de leurs compétences d'autres pays. Donc dans ce sens-là, le brain drain, c'est un peu une perte pour le pays d'origine, parce que du coup, tous les intellectuels ou tous les gens très qualifiés vont pas forcément participer au développement du pays. Bon, là, c'est l'Inde que je prends comme exemple, mais il y a d'autres pays, puisque ces gens-là vont plutôt essayer d'aller trouver des opportunités de carrière et de meilleurs niveaux de salaire, notamment dans les pays, là pour le coup, dans les pays plutôt du Nord. On parle également de cet exode des cerveaux, je vous ai dit brain drain, et les pays dans le monde, les pays riches qui bénéficient le plus de ces migrants très qualifiés vont être les États-Unis, l'Australie et le Canada. Donc on voit aussi qu'il y a une forme d'immigration qui va être choisie, c'est des termes qu'on a entendus aussi beaucoup en France, de la part des pays riches et des pays du Nord. Voilà, on n'a pas forcément envie d'accueillir les plus pauvres ou les moins qualifiés, mais en revanche, on veut bénéficier d'une main-d'œuvre très très qualifiée, ça oui, puisqu'ils ont des compétences à apporter et à développer dans le pays. Voilà, donc ce sont des migrants qui sont diplômés de l'enseignement supérieur et qui vont trouver dans ces pays-là en fait des conditions, des choses beaucoup plus attractives en termes de carrière, en termes de cadre de vie, en termes de niveau de salaire. C'est assez compliqué en fait parce que vous avez par exemple l'exemple des médecins indiens au Royaume-Uni ou des infirmières philippines en Italie, et c'est compliqué parce qu'après vous allez avoir des pays dans le monde qui sont eux au contraire démunis en termes de main-d'œuvre hyper qualifiée. L'exemple, je cite l'exemple, alors je suis en train de le relire auprès de mes élèves, pour l'Afrique subsaharienne, c'est vraiment la région du monde qui souffre le plus de ce brain drain, puisque déjà eux, proportionnellement à leur continent, ils sont déjà plus minoritaires en termes de chiffres à être très qualifiés. Les diplômés représentent que 4% de la population active. Et en plus, sur ces 4%, en Afrique subsaharienne, vous en avez 31% qui vont émigrer.
Donc, on se retrouve dans des situations ultra compliquées, comme par exemple le Malawi, où vous avez 2/3 des postes du secteur public dans la santé qui, en 2004, sont restés complètement vacants. Donc, vous avez des publications de postes, par exemple à l'hôpital, où on va rechercher, je ne sais pas, des infirmières, des médecins, des sages-femmes, et les postes ne sont pas pourvus. Les postes restent vides, quoi. Il n'y a aucun candidat, il n'y a personne pour candidater à ces postes-là. Et donc, vous arrivez dans des hôpitaux où vous n'avez pas de soignants, vous n'avez pas de médecin pour vous soigner. C'est quand même catastrophique. Voilà. Donc, c'est pareil, je vais m'arrêter là et je continuerai à nouveau sur ce sujet dans une autre vidéo. À bientôt!